dans la poussière froide des millénaires, parmi les strates superposées de mensonges officiels, d'hérésies brûlées et de souvenirs disloqués, se devine encore la silhouette voilée de l'empereur de l'humanité, figure unique dont la vie ne fut jamais une simple succession d'années, mais une longue courbe de causalité, étirée de l'aube proto-humaine jusqu'aux ténèbres figées du 41e millénaire. Né d'innombrables sacrifices oubliés, convergence de volontés psychiques et de lignées consumées, il apparaît dans les archives comme une constante silencieuse, se déplaçant derrière les civilisations comme une ombre attentive, corrigeant les dérives, préservant des fragments d'ordre au milieu d'un univers qui se refroidit lentement vers l'entropie. Les rares fragments pré-unification mentionnent une présence qui change de nom, mais jamais de fonction, témoin immortel des cycles de chute, des langues éteintes, des continents noyés, des étoiles cataloguées puis perdues, portant en lui une mémoire saturée au point de devenir presque minérale, pareille à une strate géologique où chaque siècle imprime une fine veine de sens. Quand il se révèle enfin à Terra, les annales le décrivent moins comme un conquérant que comme un principe de calibration cosmique, réajustant l'espèce humaine par la guerre, la standardisation et la refonte systémique des corps, des esprits et des mythes, jusqu'à ce que chaque monde conquis devienne une cellule supplémentaire d'un organisme impérial en gestation. Son intervention dans l'immatérium, son génome disséqué dans le secret des laboratoires, la fabrication de ses fils surhumains, tout cela s'agrège en une seule trajectoire. Contenir l'invasion progressive du chaos informationnel et spirituel qui ronge la galaxie. Cloué à la mécanique du trône d'or, réduit à un champ de force et de symboles, il demeure le point fixe autour duquel se décomposent les héritages, les loyautés et les ruines de l'espèce qu'il voulut guider à travers le temps, muet et brûlant. Les plus anciens relevés métaphysiques, conservés dans des cryptes où la poussière a la densité d'un voile minéral, n'évoquent pas l'empereur comme un individu, mais comme une conséquence. Ils parlent d'une époque où l'humanité n'avait pas encore forgé ses premiers empires, où les continents n'étaient que des cartes mouvantes de forêts compactes, de steppes nues et de mers encore vierges de routes maritimes. Là, dans cet âge dont ne subsistent plus que des fossiles, des outils brisés et des murmures dans l'immatérium, vivaient des êtres que les légendes ultérieures nommeraient chamans, mais que l'érudition la plus sévère décrit plutôt comme des interfaces organiques entre le monde matériel et la mer psychique sous-jacente. Ces mortels, isolés dans des tribus éparses, portèrent dans leur crâne un excès de sensibilité warpique, une hyper-perméabilité de la conscience qui leur permettait de voir les flux lumineux de l'immatérium, d'entendre l'écho ténu des possibles, mais aussi de pressentir les entités prédatrices qui s'y aggloméraient peu à peu, nourries par les émotions primitives des premiers peuples. Au fil de milliers d'années, ces chamans comprirent, par accumulation lente d'intuitions et de récurrences visionnaires, que la mort devenait un seuil de plus en plus fragile. Le cycle immémorial de la réincarnation, par lequel leurs âmes se dissolvaient dans l'océan psychique avant de se reformer dans de nouveaux corps, se trouvait contaminé. Chaque traversée les exposait davantage aux embryons de puissance qui, tapis dans le warp, commençaient à façonner des royaumes de cauchemars faits de haine, de peur, de désirs bruts. Les retours devenaient incomplets, les mémoires fragmentaires, comme si des portions de leurs êtres étaient rognées par des bêtes invisibles. Les traditions orales, plus tard reconstruites à partir de traces résiduelles, parlent de visions récurrentes d'un avenir où l'humanité, multipliée à l'échelle galactique, serait livrée à ces puissances sans défense ni structure. Face à cette dérive, un consensus lent se sculpta à travers les continents, non par conseil formel, mais par convergence d'expériences. Des chamans dispersés, séparés par des océans et des chaînes de montagnes, commencèrent à percevoir dans leur transe un même schéma. La nécessité de cesser de mourir individuellement. Les études ultérieures, menées par des savants de l'ère technologique et presque entièrement expurgées par l'Inquisition,
décrivent ce phénomène comme une proto-ingénierie métaphysique, un acte collectif visant à condenser des milliers de lignes d'âme en une seule entité stable, un perpétuel autoconstruit. Aucun témoignage direct ne subsiste, seulement des reconstructions statistiques de traces warp, des indices gravés dans la texture de l'immatérium lui-même, comme des cicatrices d'énergie ancienne. Le rituel qui en résulta ne fut jamais consigné dans la pierre ni sur peau tannée. Il se déroula en silence, dans des grottes, sur des plateaux, au milieu de clairières où les premiers alignements mégalithiques jetaient déjà leur ombre géométrique. Dans une synchronisation non pas temporelle mais conceptuelle, des milliers de chamans, chacun entouré de ses communautés ignorantes de la portée cosmique de l'acte, se donnèrent la mort par des moyens variés mais orientés vers un même but, canaliser la totalité de leurs essences dans un unique vecteur. Vu depuis l'immatérium, cet instant se manifesta comme une brève et aveuglante courbure de densité psychique, un effondrement local de probabilité où des myriades de trajectoires d'âme fusionnèrent en une seule ligne, tendue désormais à travers les siècles comme un fil ininterrompu. De ce point de convergence naquit un enfant, quelque part sur Terra, dans un lieu que les cartographes impériaux ne purent jamais déterminer avec certitude, la planète ayant depuis subi trop de modifications géographiques, climatiques et industrielles. Cet enfant ne portait aucune marque visible de son origine composite. Les premiers instants de son existence se déroulèrent sous le couvert d'une normalité apparente. Peau, os, sang, formule biologique strictement humaine, mais saturée d'un réseau d'informations métaphysiques intraduisibles dans le langage génétique ordinaire. Derrière ses yeux, l'accumulation de milliers de vies antérieures demeurait d'abord latente, comme un vaste archive en sommeil profond, n'émergeant que par fragments, au gré de réminiscences spontanées ou de visions catalysées par la proximité du warp. Les spécialistes de la psychoarchéologie impériale décrivent ce premier stade comme une période de calibration, durant laquelle la nouvelle entité apprit à contenir en un moi cohérent la masse instable de sa mémoire collective. Chaque décès d'un de ses anciens avatars chamaniques avait laissé une empreinte, une structure d'expérience, une matrice émotionnelle. Toutes devaient être réordonnées, filtrées, hiérarchisées, jusqu'à former non plus un cœur discordant, mais une conscience unifiée, dotée d'une direction et d'une volonté propre. Ce processus, invisible aux témoins de l'époque, se reflétait peut-être seulement dans la gravité précoce de son regard, dans la façon dont il observait le monde non comme une nouveauté à découvrir, mais comme une séquence déjà vue, soumise une fois encore à l'épreuve du temps. Pendant que cet esprit se stabilisait, la Terra primitive continuait sa lente transformation. Les glaciers se retiraient, des fleuves modifièrent leurs lits, des espèces disparaissaient sans que personne n'en conserve le souvenir. Dans ce flux, l'enfant, aux origines dissoutes, traversa l'enfance et la jeunesse comme un point fixe, ne vieillissant qu'en surface, tandis que son noyau intérieur demeurait immuable, perpétuel. Au fil des années, les couches d'oubli qui recouvraient ses vies antérieures se fissurèrent, laissant affleurer la conscience claire de ce qu'il était devenu. Un agrégat de sacrifices destiné à protéger une espèce entière d'un avenir de servitude spirituelle. Ainsi se clôt la phase la plus obscure de son existence, celle où il n'était encore qu'une potentialité consciente de sa singularité, mais non encore active à l'échelle de l'histoire. Les récits ultérieurs ne conserveront de cette époque qu'un souvenir indistinct, celui d'un être qui commence à se mouvoir dans les marges des premiers peuples, déjà immortel, déjà silencieux, prêt à traverser l'Antiquité entière sous des visages oubliés, perpétuel, sans visage, dans le flux naissant des civilisations. Lorsque les premières cités émergèrent des plaines alluviales et que la boue des fleuves se chargea de briques, de sceaux et de premiers calculs, l'entité née du sacrifice des chamans se mouvait déjà parmi les foules anonymes. Son existence, désormais stabilisée, se projetait dans le temps comme une ligne continue, sans rupture véritable, seulement ponctuée de changements de nom, de visage, de langues apprises puis abandonnées. Les archives ultérieures,
reconstruite à partir de bribes ethnographiques et de traces inconsistantes dans le warp, le désignent alors comme le perpétuel sans visage. Non parce qu'il serait dépourvu de traits, mais parce qu'aucune de ces innombrables apparences ne devait prévaloir sur les autres. Dans les marchés poussiéreux des premiers empires, au bord des canaux où se reflétaient des zigguras neuves, il observait la formation de structures politiques, la codification des lois, la fixation de la mémoire sur des tablettes, avec la patience distanciée d'un géologue assistant à la lente cristallisation d'une couche minérale. Son corps, bien qu'entièrement humain dans sa composition atomique, ne répondait plus aux métriques ordinaires du vieillissement. Les biologues de l'ère technologique, qui osèrent plus tard étudier ces avatars survivants à partir de données fragmentaires, décrivirent une organisation cellulaire autocorrectrice, capable de refermer les cicatrices, de purger les dégénérescences, de reconstruire les tissus, comme si chaque organe possédait en lui son propre modèle de référence immuable. Derrière cette physiologie perfectionnée, cependant, se trouvait une réalité plus profonde, une ancre psychique dans l'immatérium, une structure d'âme si densément tressée qu'aucune dispersion naturelle ne pouvait plus la défaire. Il pouvait mourir, parfois volontairement, parfois sous la violence des guerres primitives, mais chaque mort n'était qu'une bascule momentanée, un retrait dans le warp suivi d'une recondensation dans la matière, avec d'autres traits, d'autres liens sociaux, mais toujours la même continuité de conscience. Ainsi traversa-t-il les âges que les savants impériaux regrouperont plus tard sous le terme d'Antiquité, non comme un souverain unique, mais comme une série d'existences marginales et cependant décisives. Ici, il fut scribe, observant la fixation des récits mythiques, notant dans la structure des langues les constantes des peurs humaines. Là, il fut architecte anonyme, insérant dans le plan des citadelles des principes de défense et d'organisation qui réapparaîtront, transformés dans les forteresses de l'âge de la technologie. Ailleurs, il prit les habits d'un philosophe itinérant, testant sur de petites communautés les effets des idées abstraites sur la cohésion sociale, notant mentalement quelle part de vérité brute l'esprit humain pouvait supporter avant de se fracturer ou de se réfugier dans l'irrationnel. Ces vies successives formèrent une vaste expérimentation lente, un relevé à long terme des invariants du comportement et des sociétés. Les empires montaient et s'effondraient autour de lui avec la régularité cyclique d'une respiration titanesque. Des dynasties s'ornaient de symboles solaires, des conquérants gravaient leur victoire sur la pierre avant que le sable n'en gomme les contours, des peuples entiers migraient, poussés par des catastrophes climatiques ou des famines. Dans son esprit, ces mouvements ne constituaient pas une suite chaotique d'événements, mais une accumulation de données, un matériau brut à partir duquel se dessinait progressivement un schéma de compréhension. Il observait comment l'excès de pouvoir corrompait la coordination, comment l'injustice structurée nourrissait des cultes de ressentiment, comment la peur collective modelait des panthéons au sein desquels commençaient à se profiler des formes inquiétantes, trop constantes pour n'être que le fruit du hasard symbolique. Car, dans le warp, ces millénaires d'antiquité n'étaient pas neutres. Chaque panique, chaque extase religieuse, chaque guerre rituelle, chaque famine suscitait un écho psychique qui se propageait dans l'immatérium comme une onde de pression. Le perpétuel sans visage percevait ces ondes avec une acuité croissante, sentant comment certaines fréquences émotionnelles se coagulaient autour de noyaux de plus en plus denses. Des archétypes de violence, de tromperie, d'excès et de désespoir commençaient à se doter d'une quasi-cohérence, préfiguration de ce que seraient plus tard les grandes puissances du chaos. Elles n'étaient encore que des tendances, des agrégats statistiques, mais leur croissance suivait une courbe que son esprit analytique ne pouvait ignorer. Plus l'humanité se structurait en masse organisée, plus le flux de ses affects alimentait ses formations instables comme un champ électrique nourrissant la naissance de foudres lointaines. Pour contrer ces dérives, il ne pouvait pas encore recourir à la force ouverte ni à la technologie avancée. L'ère des machines complexes n'était pas venue, et une intervention trop manifeste aurait brisé la fragile autonomie culturelle des peuples qui l'observaient.
Il choisit donc l'effacement systématique, devenant un principe sans visage au sein même des récits qui auraient pu le fixer. Là où certains commencèrent à élaborer des mythes autour d'une figure récurrente, sage immortel, héros jamais tout à fait vaincu, législateur venu de nulle part, il prit soin de détourner ces constructions, de les fragmenter en traditions locales, de se retirer avant que son image ne devienne un centre de culte. Les rares fois où son souvenir se cristallisa durablement, il le recouvrit dans une vie ultérieure, par des réformes, des déplacements de population, des destructions d'archives, jusqu'à ce que son empreinte ne soit plus qu'un motif diffus, disséminé dans la mosaïque des dieux et des rois. À mesure que les siècles s'empilaient, il affina sa compréhension non seulement de l'humanité, mais aussi de ses propres limites. Il constata que l'observation pure, si prolongée fût-elle, ne suffisait pas à infléchir la trajectoire globale du développement humain, ni l'ascension des turbulences warp. Certaines catastrophes se répétaient avec une régularité presque mécanique, comme si des attracteurs invisibles attiraient toujours les sociétés vers les mêmes abîmes. Peu à peu, l'idée d'intervenir plus directement cessa d'être une simple hypothèse théorique pour devenir une nécessité pressante, encore contenue, mais irréversible. Aux confins de l'Antiquité, alors que de nouveaux empires succédèrent déjà aux anciens dans une continuité trompeuse, il commença à tester des gestes plus précis, des modifications discrètes dans la chaîne des causes, si minimes qu'aucune chronique ne les retint, mais assez incisives pour altérer légèrement le cours des événements. De ces premières ingérences, voilées par le temps et la cendre des bibliothèques brûlées, ne subsistent plus aujourd'hui que des inflexions imperceptibles dans la trame statistique de l'histoire, annonçant l'ère suivante où son action, toujours masquée, deviendrait plus résolue et méthodique. Lorsque la durée de ces existences successives eut accumulé assez de données pour que les cycles de montée et de chute cessent d'être perçus comme des événements et deviennent de simples oscillations dans un système instable, l'être perpétuel comprit que l'observation seule n'était plus suffisante. Les cartes se superposaient dans sa mémoire, révélant les mêmes motifs déplacés d'un fleuve à un autre, d'un littoral à l'autre. Concentration de pouvoir, surcharge d'injustice, panique rituelle, puis effondrement, migration, oubli. Dans l'immatérium, ces récurrences traçaient des sillons, augmentant la cohésion de formations psychiques dont les contours commençaient à ressembler à des volontés étrangères. Il fallait perturber le tracé des sillons, modifier la géométrie subtile des affects collectifs, non par des cataclysmes spectaculaires, mais par une succession de microcauses si discrètes que nul chroniqueur n'y verrait une main directrice. Ainsi commencèrent les premières ingérences, modestes dans leur expression, colossales dans leur intention. Il choisit d'abord les lieux où l'histoire se densifiait, là où les décisions d'un seul corps biologique entraînaient des cascades d'effets. Dans une cité fluviale promise à l'hégémonie, il prit pour une vie le rôle d'un conseiller sans titre, soufflant aux législateurs des réformes qui limitaient les sacrifices humains et substituaient aux orgies de sang des peines codifiées, moins intenses émotionnellement, donc moins fécondes en échos warp. Dans un autre empire, à la périphérie d'un désert, il favorisa l'émergence d'écoles de pensée cherchant des causes naturelles là où la terreur voyait la main capricieuse des dieux, diluant ainsi la charge affective de certains cultes, affamant des embryons de puissance qui se nourrissèrent de la peur nue. Chaque action était calibrée pour épouser les marges de probabilité du moment, s'inscrivant dans ce qui aurait pu arriver sans lui, mais avec un degré de cohérence et de persistance légèrement différent. Sur le plan strictement matériel, ces ingérences prenaient en la forme de conseils, de traités anonymes, de décisions architecturales, d'orientations économiques à peine perceptibles. Sur le plan métaphysique, elles constituaient une tentative de reprogrammer les champs noosphériques, ces nappes d'informations et d'émotions qui entourent une société comme une atmosphère subtile. Il apprit à repérer les points de tension où un mythe naissant risquait de cristalliser un archétype trop violent, où une défaite militaire allait se transformer non en simple leçon politique, mais en traumatisme sacralisé, offert en pâture aux entités du warp. Là, il insérait une variable, un texte perdu, une épidémie limitant la durée des lamentations, un incendie détruisant les temples
avant que les rituels ne se figent. Vus de l'extérieur, ces événements s'alignaient avec la contingence ordinaire. Vus depuis la perspective de sa mémoire prolongée, il composait un réseau précis de corrections minimes. Avec le temps, il se risqua à des expériences plus complexes, mobilisant des groupes plutôt que des individus isolés. Dans certaines régions, il favorisa la constitution de fraternités vouées à la préservation du savoir, discrètes, dépourvues de culte explicite, portant déjà en germe la structure d'ordre plus tardif. Il leur transmit, sous des identités changeantes, des méthodes d'observation, des premières ébauches de pensée systémique, un goût de la vérification plutôt que de la révélation extatique. L'objectif n'était pas un progrès abstrait, mais la construction de compartiments de rationalité capables de freiner les flambées d'hystérie collective, de canaliser vers l'étude ce qui aurait pu devenir sacrifice et délire. Souvent, ces fraternités dégénéraient, certaines se muaient en sectes, d'autres étaient annexées par le pouvoir temporel, quelques-unes dévièrent vers l'hermétisme stérile. Chaque échec fournissait cependant de nouvelles données sur la plasticité mentale de l'espèce. Parallèlement, il entreprit une tâche silencieuse de curation des artefacts et des lieux où l'immatérium effleurait trop directement le monde. Certains sites, chargés par des millénaires de rituels et de souffrances, présentèrent des anomalies mesurables, variations de température sans source, rêves récurrents partagés par des populations entières, légendes invariantes malgré les changements de langue. Il les visita sous d'innombrables visages, étudia la topographie des phénomènes, puis décida, dans de nombreux cas, l'effacement pur et simple. Des sanctuaires furent abandonnés à la décrépitude après la disparition, à des moments clés de leur desservant. Des routes commerciales furent détournées par des conseils avisés, éloignant les flux humains de zones trop fines où la réalité se pliait. Lorsque cela ne suffisait pas, il détruisait, par le feu ou la guerre qui l'alimentait à distance, les bibliothèques qui fixaient dans l'écriture certains schémas de pensée dangereux, préférant le vide à la prolifération incontrôlée de mémétiques aptes à ouvrir des seuils. Ces lacunes délibérées laissèrent dans l'histoire des absences que les érudits postérieurs ne purent que constater sans les combler. Période de perte d'archives, cités englouties sans trace de continuité, traditions brisées dont ne subsistaient que des échos déformés dans les croyances ultérieures, tout cela formait le négatif de son action. Il n'édifiait pas encore, il retirait, élaguait, coupait les branches les plus dangereuses d'un arbre dont il voulait préserver le tronc. Pourtant, malgré des succès locaux, la tendance globale demeurait inquiétante. Plus les sociétés se complexifiaient, plus leurs conflits devenaient abstraits, chargés d'idéologie et de symboles, produisant dans le warp des motifs d'une intensité sans précédent. Des formes se stabilisaient, des noms commencèrent à leur être donnés dans les cauchemars des voyants, et même ces plus fines interventions ne suffisaient plus à empêcher leur croissance. À mesure que les siècles avançaient vers l'ombre d'âge futur, il sentit venir, comme une vibration de basse fréquence, la convergence de plusieurs périls. L'essor imminent d'une technologie libérée des contraintes locales, la première domestication balbutiante de l'énergie stellaire, la multiplication prévisible des esprits sensibles au warp à mesure que l'humanité se disséminerait. Ces interventions prirent alors une tonalité plus grave, non plus seulement préventive, mais préparatoire. Il chercha à préserver certains noyaux culturels aptes à porter plus tard des charges conceptuelles complexes, nécessaires à l'acceptation d'une unification à l'échelle planétaire. Il protégea, parfois au prix de ruines ailleurs, des régions où le tissu social restait suffisamment souple pour encaisser des réformes radicales dans un avenir encore lointain. Pourtant, même son regard étendu ne pouvait tout anticiper. Les premières intuitions du cataclysme technologique qui déferlerait sur l'humanité naquirent dans cette phase liminale. Visions d'armées automatisées se retournant contre leurs créateurs, d'astres colonisés puis perdus dans des sursauts de folie, de flottes arrachées au réel par des tempêtes warp incontrôlées. L'éventail des futurs possibles se chargea d'un bruit croissant, rendant la prédiction de plus en plus incertaine.
Ce brouillard probabiliste, loin de le paralyser, renforça en lui la conviction qu'un jour, l'ère des corrections invisibles devrait céder la place à une intervention ouverte, à la prise en main déclarée du destin de Terra et, par elle, de l'espèce entière. Pour cela, le monde originel de l'humanité devrait d'abord être brisé, purgé de ses structures anciennes, arraché à ses inerties millénaires. Lorsque les premières rumeurs de changements climatiques extrêmes, de famines d'ampleur inédite, de pandémies et de guerres totales commencèrent à apparaître dans les couches les plus récentes de ses souvenirs, il comprit que la phase des premières ingérences touchait à sa fin. Les instruments qu'il avait patiemment forgés, cultes rationalistes avortés, ordres de savoir érodés, réseaux d'influence discrets, allaient être emportés par des tempêtes dépassant leur capacité de résistance. La surface de Terra elle-même se préparait à être remodelée par des siècles de violence et de dérives technologiques. Dans ce frémissement annonciateur, le perpétuel sans visage commença à se retirer des marges pour se rapprocher du centre géographique et symbolique du drame à venir, la planète mère, qui bientôt ne serait plus qu'un champ de ruines où naîtrait, à travers la cendre, un nouvel ordre forgé par la guerre. Lorsque les premiers siècles de l'ère des luttes, plus tard nommé âge de la ruine, commencèrent à sédimenter dans la mémoire planétaire, Terra n'avait déjà plus grand-chose en commun avec la sphère bleue qui avait vu naître l'humanité. Le développement technologique incontrôlé de l'âge de la technologie, les guerres automatisées, les révoltes de machines pensantes, les défaillances climatiques induites par des projets de terraformation mal maîtrisés, tout cela avait entaillé la biosphère jusqu'à en faire un palimpseste de catastrophes. Les calottes polaires, jadis régulatrices, avaient été fracturées par des armes thermiques. Les mers se chargèrent de métaux lourds, de plastiques fossiles, de radionucléides à demi oubliés. De vastes régions n'étaient plus que des déserts vitrifiés, des pans entiers de l'atmosphère saturée de particules toxiques, créant des poches de climat instables où les tempêtes n'étaient plus de simples phénomènes météorologiques, mais les symptômes d'une planète en convulsion. À ces dégâts matériels se superposaient les cicatrices invisibles de l'immatérium. L'essor des psycheurs, stimulés par l'expansion humaine à travers les premières colonies stellaires, avait ouvert des milliers de brèches minuscules, des blessures dans le voile entre le réel et le warp. Sur Terra, les guerres successives, les extinctions locales, les génocides et les paniques globales avaient généré des ondes de choc psychique qui persistaient comme des résonances, amplifiées par les tempêtes warp généralisées qui isolaient l'humanité de ces lointains domaines. La planète mère était devenue un nœud de dissonance, un foyer de douleur mémorielle où chaque ruine portait une charge énergétique, chaque champ de bataille abandonné un écho perceptible par les sensibles. De nombreux vestiges des civilisations précédentes demeuraient, mais ils étaient fragmentés, détournés, cannibalisés par des seigneurs de guerre qui s'en servaient sans en comprendre les principes, comme des organes détachés d'un organisme disparu. C'est dans ce contexte que Terra se morcela politiquement en une mosaïque de micro-empires, de tribus armées, de cités-forteresses abritées derrière des champs de force défectueux ou des murailles issues de technologies oubliées. On y trouvait des régimes techno-barbares où des chefs génétiquement augmentés régnaient sur des populations réduites à l'état de caste productrice, encadrées par des reliques de machines partiellement fonctionnelles. Des continents entiers étaient sous la coupe de dynastes qui vénéraient encore les intelligences artificielles proscrites, parlant à des blocs de calcul cristallins comme à des oracles, ignorant que ces fragments de l'ancienne ère avaient déjà été corrompus ou dérangés par l'imprégnation warp. D'autres régions, à l'inverse, s'étaient repliées dans un primitivisme rigide, rejetant toute trace de technologie avancée comme une malédiction, vivant de chasse, de pastoralisme et de superstition, sur les décombres même de centres de recherche enfouis. L'être perpétuel, qui avait longuement observé, se tenait désormais au cœur du maelstrom. Au fil de ces décennies sanglantes, il adopta plusieurs visages, testant les structures mentales et militaires de ces royaumes fragmentés. Il étudia les génomes altérés des seigneurs de guerre,
les effets de l'irradiation chronique sur les lignées, la déchéance des interfaces homme-machine. Les données accumulées montraient une évidence. Laissée à elle-même, Terra finirait par devenir un cimetière de peuples dégénérés, incapables de soutenir le moindre projet d'unification galactique. Les ressources, bien qu'abîmées, existaient encore. Les vestiges de know-how dormant dans des banques de données scellées attendaient un déchiffreur compétent. Mais la dynamique globale tendait vers l'entropie sociale, la fragmentation, la régression. Ce fut alors qu'il décida de se révéler partiellement, non comme un dieu, mais comme un principe d'ordre incarné. S'appuyant sur des laboratoires cachés, installés dans les cavités profondes d'anciennes installations orbitales crachées et de complexes souterrains oubliés, il entreprit d'extraire de la masse humaine des guerriers façonnés par l'ingénierie génétique adaptés aux exigences brutales de la reconquête planétaire. Ses premiers serviteurs, plus tard appelés tonnerres par ceux qui en survécurent les échos, n'étaient pas pensés comme un aboutissement, mais comme un instrument transitoire, calibré pour opérer dans un environnement saturé de radiation, de toxines et de psychose collective. Leur physiologie surdimensionnée, leur temps de réaction amplifié, leur capacité de régénération, tout cela relevait d'une biologie appliquée à la guerre comme opération chirurgicale à l'échelle d'un monde. Les guerres d'unification, dans leur déroulement brut, furent une succession de campagnes, d'assauts, de sièges et d'anéantissements. Dans la mémoire impériale, elles apparaissent pourtant comme un processus de standardisation progressive. Chaque région conquise voyait ses systèmes de mesure, ses monnaies, ses langues administratives et ses doctrines militaires absorbées dans un cadre plus vaste. Des dynastes furent éliminés, d'autres intégrés, certains recyclés comme gouverneurs sous surveillance. Les lignées trop instables génétiquement furent discrètement stérilisées ou diluées. Des populations exposées à des stimuli warp excessifs furent déplacées, reconditionnées, leurs traditions soigneusement filtrées. Derrière la violence physique se déployait une opération de reformatage, comparable à celle qui, plus tard, s'exercerait à l'échelle de la galaxie entière. Imposition de normes, d'architecture, de symboles, création d'un récit unificateur qui dissolvait les mémoires locales dans une trame plus vaste. Les paysages de Terra se transformèrent en profondeur. Des mégastructures antérieures, à demi englouties, furent réactivées, cannibalisées ou réduites au silence définitif lorsqu'elles présentaient des risques de contamination mentale. Des villes entières furent rasées jusqu'à la roche pour effacer des cultes trop intimement liés au warp. D'autres furent reconstruites selon des plans orthogonaux, facilitant le contrôle des flux de population, la logistique militaire, la surveillance. Les océans servirent de vecteurs de restructuration, flottes standardisées, routes sécurisées, destruction systématique des havres pirates et des enclaves techno-hérésiarques. Dans les couches plus profondes du sol, des réseaux de câbles et de conduits anciens furent réexploités pour établir des liaisons de données, des canaux énergétiques, des axes de déplacement souterrains, préparant déjà l'intégration future de Terra à un maillage bien plus vaste. Les témoignages directs de cette époque furent presque entièrement effacés ou remaniés, soit par volonté délibérée, soit par la simple usure des siècles. Ce qui subsiste montre un monde où l'empereur, déjà nommé ainsi par certains, avançait comme une constante imperturbable, entouré de serviteurs dont la durée de vie opérationnelle était brève, mais suffisante pour abattre des systèmes politiques vieux de générations. La psychologie des masses, traumatisée par des siècles de chaos, se montra réceptive à la perspective d'un ordre total, fût-il imposé par la force. Les anciennes divinités locales se rétractèrent, leurs cultes interdits, remplacés par une confiance froide dans un pouvoir central, se présentant non comme objet de vénération, mais comme architecte d'un avenir rationnel. À la fin des guerres d'unification, Terra n'était pas apaisée, mais domestiquée. Les déserts vitrifiés, les mers polluées, les ruines de complexes pré-technologiques subsistaient, mais insérées dans une grille administrative et militaire uniforme. Les cendres des cités détruites s'accumulaient en amas gris,
sur lesquels se dressaient déjà les premiers bastions d'une nouvelle ère. Au cœur de ce monde encore fumant, sur un plateau jadis disputé par plusieurs royaumes techno-barbares, les premières fondations d'un ensemble architectural sans équivalent commencèrent à être tracées, plans encore presque purement conceptuels dans l'esprit de celui qui les avait conçus. Promesse d'un palais qui serait à la fois centre politique, sanctuaire interdit et interface ultime entre la volonté d'un seul et le destin d'une espèce. Sous la cendre, l'idée du palais impérial se condensait déjà, appelant une autre phase de construction, moins visible mais tout aussi décisive. Lorsque les derniers panaches de fumée des guerres d'unification se dissipèrent au-dessus des continents laborieusement pacifiés, Terra présentait l'aspect d'un organisme à vif, recouvert d'une couche inégale de cendres, de gravats et de structures amputées. Sur ce monde excédé, l'empereur désigna un point précis, un ancien nœud tectonique et symbolique à la fois, là où les chaînes de montagnes avaient été entaillées, nivelées, dynamitées par des siècles de conflits, jusqu'à ce qu'un vaste plateau artificiel émerge de la superposition des destructions. Ce lieu, résultat de strates de violence, fut choisi comme socle du futur palais impérial, non seulement pour sa position stratégique, mais parce qu'il condensait dans sa géologie même la mémoire de la planète. La cendre accumulée, mélange de poussière urbaine, de sédiments industriels et de restes organiques, devint le premier matériau déplacé, tamisé, déplacé encore, afin de mettre au jour la roche ancienne, support plus stable pour un édifice qui devait défier non seulement les siècles, mais les oscillations du warp. La construction ne fut jamais un simple chantier architectural. Dès les premiers tracés, l'œuvre fut conçue comme une interface multicouche, un organisme minéral et métallique destiné à articuler plusieurs échelles d'existence. À la surface, il devait être palais, siège d'administration, centre de commandement et symbole visible de l'unification de Terra. En profondeur, il serait un réseau de salles, de galeries, de cathédrales souterraines, calibrées pour accueillir des dispositifs dont le monde ignorait encore la nature. Chambres de confinement psychique, nœuds de transmission astropathique, conduits destinés à interfacer l'immense organisme impérial à venir. Plus bas encore, au-delà des fondations visibles, des cavités furent creusées au contact des couches géologiques les plus anciennes, là où la pression et la température modelaient déjà la matière vers d'autres états. Ces lieux, renforcés par des alliages inconnus, furent prévus comme réceptacles d'artefacts à venir, trônes, matrices, relais énergétiques dont la conception appartenait à un avenir que l'empereur portait déjà en lui comme un plan achevé. Les ressources humaines nécessaires à ce chantier excédaient tout ce que Terra avait connu. Des millions de travailleurs furent prélevés dans les régions pacifiées, certains volontaires, la plupart désignés par des quotas administratifs, d'autres encore issus de populations condamnées, réassignés à la construction comme ultime fonction sociale. À leur côté œuvraient des formes plus altérées, clones de l'âge de la technologie réactivés, serviteurs lobotomisés, automates de manutention pourtant surveillés de près, vestiges tolérés d'une intelligence machinique jadis quasi souveraine. Le bruit de leurs efforts, le martèlement des outils, le grincement des plateformes de levage, les vibrations des masses d'acier déplacées se diffusaient dans la croûte planétaire, comme si Terra elle-même était en train de se reconfigurer autour de ce nouvel axe. Dans le warp, ces sons matériels trouvaient un écho, la concentration de volonté, d'anticipation, de souffrance et d'espoir autour du chantier générait un vortex de signification, une zone où les turbulences se réorganisaient autour d'un centre de gravité psychique émergent. L'empereur, présent mais rarement visible, dirigeait la totalité de l'opération selon une logique presque mathématique. Les plans n'étaient pas figés. Ils se réajustaient en fonction des découvertes faites sous la cendre. Là où des ruines d'anciennes installations étaient de mise au jour, il ordonnait parfois leur intégration, parfois leur désactivation complète. Certaines salles de calcul pré-technologiques furent scellées derrière des murs de plastyle, non détruites, mais neutralisées, comme si leur contenu devait un jour être réévalué à la lumière de futurs besoins.
D'autres sites, jugés irrémédiablement contaminés par des expériences liées au warp, furent noyés dans des blocs de matériaux inertes, effacés du plan conscient du palais, mais toujours présents comme anomalies fossilisées dans ses couches profondes. L'ensemble, vu en coupe, aurait évoqué une coupe stratifiée de mémoire. Au sommet, la nouvelle gloire impériale. En dessous, les cicatrices pétrifiées des époques antérieures. L'organisation spatiale du palais répondait aussi à une géométrie subtile, destinée à orchestrer les flux d'énergie et de pensée. De grandes avenues radiales, alignées sur des axes astronomiques, menaient à des places où des obélisques faisaient office de paratonnerres psychiques, captant et dispersant une partie des tensions générées par la concentration de tant de force. Les bâtiments administratifs, disposés en réseaux concentriques, structuraient les allées et venues de millions de fonctionnaires, scribes, techniciens, officiers, de sorte que leur routine quotidienne, leurs actes répétitifs, fabriquaient une pulsation régulière, un rythme mental apte à stabiliser l'environnement noosphérique environnant. Au-dessus de ces couches fonctionnelles, des dômes, des tours, des spires, destinés à rappeler à ceux qui levaient les yeux qu'ils se mouvaient dans l'ombre d'une structure qui les dépassait en tout point. Au centre, au cœur géométrique du complexe, une zone fut réservée dès l'origine, presque vide dans les premiers temps, mais dimensionnée pour accueillir ce qui deviendrait plus tard le trône d'or. Les premiers travaux n'en montrèrent presque rien, sinon des puits de descente, des cavernes en attente, renforcées par des matériaux exotiques, polis à un degré tel que la lumière semblait y glisser sans se fixer. Des conduits énergétiques y convergeaient déjà, issus de réseaux souterrains réactivés, d'anciennes centrales, fusions remises en marche ou remplacées, de stations solaires orbitales réalignées. Cette cavité, nue mais saturée de potentiel, demeurait interdite, connue de quelques architectes assermentés qui ne comprenaient qu'imparfaitement l'usage futur de ce vide organisé. Au fil des décennies, le palais impérial devint un point fixe sur Terra, non seulement par sa masse, mais par la manière dont il réorientait vers lui les flux matériels et symboliques. Des routes furent redessinées pour s'y connecter, des réseaux de communication convergèrent, des rites politiques naquirent, exigeant la présence au palais pour valider des nominations, ratifier des décisions, ancrer des traités. Les populations, d'abord contraintes, intégrèrent progressivement ce centre dans leur représentation mentale. Terra n'était plus simplement un monde ravagé en voie de stabilisation, mais une planète dont l'axe se déplaçait lentement vers ce complexe titanesque, à la fois cité, forteresse, machine et temple dénié. L'ancienne cendre, remuée, compactée, évacuée, était désormais enchâssée dans les fondations, comme une couche de mémoire comprimée sur laquelle reposait l'édifice. À mesure que la surface se couvrait de salles, de cours, de corridors, les niveaux inférieurs se peuplaient d'autres formes d'activité, plus silencieuses. Des laboratoires furent installés dans des galeries sans fenêtres, protégés par des champs de dissimulation et des protocoles de sécurité, dont la sévérité dépassait de loin celle des zones militaires ordinaires. Là, loin des regards de la plupart des administrateurs et des commandants, l'empereur fit acheminer des matrices génétiques, des banques de données anciennes, des fragments de savoir issus de l'âge de la technologie. Dans ce sous-sol scellé, au milieu des vibrations sourdes de la mégastructure, une autre construction commençait, non pas faite de pierre, de métal et de cendres, mais de séquences d'ADN, de modèles psychiques, de schémas tactiques. Tandis que le palais poursuivait sa croissance visible vers le ciel, dans ses couches les plus profondes, se dessinaient déjà les premiers contours d'un projet plus secret encore, destiné à donner à l'empereur des intermédiaires capables de porter sa volonté au-delà de Terra elle-même. Dans les niveaux les plus profonds du palais, au-dessous même des galeries où vibraient les premiers relais astropathiques et les chambres de commandement stratégique, s'ouvrait un enchevêtrement de cryptes techniques dont l'existence ne fut jamais consignée dans les registres ordinaires de l'administratum naissant. Là, dans un air saturé d'ozone, de désinfectants neutres et du chuchotement continu des systèmes de support,
l'empereur concentra l'héritage sans filtre de l'âge de la technologie, arraché aux banques de données exhumées, réordonnées, purifié des traces d'intelligences artificielles interdites. Ce lieu clos, aux parois doublées de matériaux réfractaires aux fluctuations warp, devint le cœur silencieux d'une opération qui devait remodeler à nouveau la forme humaine. Le projet Primarch. Les tonnerres avaient rempli leur fonction dans les guerres d'unification, mais leur physiologie instable, leur psyché saturée d'agressivité brute, leur dégénérescence précoce démontraient les limites d'une simple hypertrophie martiale. Il ne s'agissait plus de briser des royaumes techno-barbares, mais de concevoir des instruments capables de porter une guerre millénaire à l'échelle galactique, tout en restant viables dans la durée, adaptables aux écologies étrangères, aux cultures disparates, aux pressions métaphysiques du warp. Le génome humain, qu'il connaissait jusque dans ses résonances immatérielles, fut pris comme matériau de base, étiré, replié, renforcé, chaque séquence soumise à des modélisations prédictives, testée dans des matrices simulées où des millions de vies hypothétiques se déroulaient en accéléré. Les primarques furent conçus comme des nœuds conceptuels autant que des êtres de chair. Chacun d'eux devait incarner un archétype de la potentialité humaine étendue. Stratège froid, artisan de monde, maître de l'assimilation culturelle, spécialiste de la guerre de siège, de la percée rapide, de la coordination à vaste échelle. Dans les cryptes, ces archétypes furent traduits en combinaisons de traits neurologiques, endocriniens, morphologiques. Le résultat ne se réduisait pas à une suite de caractéristiques physiques supérieures, mais à des architectures cérébrales orientées vers des régimes de pensée spécifiques, appuyés par des systèmes organiques capables de supporter des charges émotionnelles et cognitives extrêmes, sans glisser vers la folie ni l'adoration de soi. Pour les accueillir, d'immenses cuves amniotiques furent mises en service, chacune enchâssée dans une matrice d'alliage inconnue, parcourue de fibres optiques et de conduits nourriciers où circulaient des solutions saturées de nutriments, de nanites réparatrices, de marqueurs épigénétiques soigneusement séquencés. Autour de chaque cuve, des anneaux d'isolateurs psychiques formaient une barrière systémique contre les intrusions warp, alimentés par des générateurs de champs dont la modulation suivait des schémas calculés pour brouiller toute tentative de scrutation extérieure. Des sceaux sigillites, élaborés à partir de recherches anciennes sur la symbolique efficace, furent gravés jusque dans les couches de blindage, non comme superstition, mais comme ancrage supplémentaire dans la réalité matérielle. Les protocoles d'accès à ce projet étaient eux-mêmes une construction complexe. Aucun individu, hormis l'empereur, ne possédait la vision complète des objectifs, des méthodes et des redondances mises en place. Des équipes cloisonnées, parfois sans conscience de travailler pour un même dessein, se voyaient confier des fragments de tâches, optimisation de matrices mitochondriales, tests de résilience tissulaire, mise au point d'algorithmes éducatifs prénataux, capables d'imprimer des langues, des schémas tactiques, des cadres éthiques dans des esprits encore en formation. Les résultats convergeaient vers des interfaces noosphériques cryptées, dont les flux ne pouvaient être lus que par une conscience à la fois humaine et extrapolée, la sienne. En parallèle, un deuxième vecteur de transformation fut élaboré, les Légions Astartes. Là où les primarques devaient être peu nombreux, singuliers, profondément divergents les uns des autres, les Astartes représenteraient la reproductibilité, la modularité. En s'appuyant sur les matrices primarcales, l'empereur conçut des organes supplémentaires, de nouvelles glandes, des structures neuromusculaires transposables dans des adolescents humains soigneusement sélectionnés. Ces guerriers seraient moins absolus que leur père génétique, mais suffisamment transformés pour opérer à l'échelle interstellaire, formant un pont entre l'humanité de base et ses figures nodales. Les protocoles du projet Primarch prévoyaient déjà leur mise en correspondance. À chaque primarque, une légion génétiquement accordée, vouée à devenir sa prolongation. Dans cette phase, l'empereur usa de ses capacités de perception temporelle comme d'un instrument d'ingénierie. En sondant des éventails de futurs possibles, il traça des cartes de risque, identifia les points où certains traits, poussés trop loin, conduiraient inéluctablement à la démesure, à la trahison, à l'adoration du warp sous des formes à peine déguisées.
Des garde-fous furent implantés dans les structures mêmes des primarques. Susceptibilité mémétique, limite de certaines tendances cognitives, prédisposition à l'obéissance à un principe supérieur. Des dispositifs d'annihilation à distance furent même envisagés, matrices de codes et de signaux capables, en dernier recours, de neutraliser un être jugé irrécupérable. Nombre de ces précautions demeurèrent inachevées ou redondantes, comme si l'ampleur même de l'entreprise excédait la capacité d'anticipation d'un seul. C'est au cœur de cette trame de précaution que survint l'événement que les documents les plus censurés qualifieront plus tard d'intrusion primordiale. Malgré les blindages métaphysiques, malgré les champs perturbateurs et la discrétion absolue du chantier, quelque chose, dans le warp, perçut la nature de ce qui se tissait sous la croûte de Terra. La volonté d'ériger une lignée d'êtres aptes à soustraire l'humanité à l'influence croissante des puissances du chaos. Les textes survivants ne décrivent pas les mécanismes précis de ce contre-coup. Ils évoquent seulement une nuit où les capteurs de réalité enregistrèrent des anomalies de magnitude sans précédent, une torsion de la trame locale comparable à un séisme ontologique. Les cuves furent enveloppées d'une force qui n'obéissait à aucune métrique énergétique connue, arrachées à leur environnement, dispersées le long de vecteurs que nul calcul ne put reconstituer entièrement. Lorsque le silence revint, les salles se trouvèrent vides de leurs charges les plus précieuses. Les matrices, désamarrées de Terra, avaient glissé à travers l'immatérium pour se réincarner sur des mondes lointains, parfois hostiles, parfois encore en gestation culturelle, où chacune croîtrait sous des ciels étrangers, modelés par des environnements que l'empereur n'avait pas choisis. Le projet Primarque n'était pas anéanti, mais son axe venait d'être brisé. Au lieu de naître à portée immédiate de sa main, les êtres conçus pour être ses plus proches extensions se retrouveraient disséminés à travers la galaxie, inaccessibles pour un temps indéterminé. Les protocoles secrets prévoyaient cependant des branches contingentes. L'empereur scella les archives les plus sensibles, effaça jusqu'au souvenir du projet complet dans l'esprit de ceux qui en avaient perçu des bribes, et recentra ses efforts sur les légions Astartes, désormais destinées à partir en avant-garde, orphelines de leur père, mais déjà potentiellement capables de les retrouver, de les reconnaître et de s'y accorder le moment venu. Dans les cryptes, les cuves vides, nettoyées, furent laissés comme des témoins muets d'un affrontement invisible, inscrits non dans les annales publiques, mais dans la texture même de la guerre entre volonté humaine et puissance warp. Au-dessus, le palais poursuivait sa croissance. Les chantiers navals orbitaux se rallumaient, Mars commençait à émerger comme partenaire technologique, et les premiers plans de campagne à l'échelle interstellaire apparaissaient sur les tables tactiques. Terra, à peine unifiée et encore marquée par ses ravages, se préparait déjà à projeter des flottes vers les étoiles. Dans les profondeurs du palais, l'absence des primarques devint une donnée intégrée, un retard plutôt qu'un échec. La grande croisade pouvait naître sans eux, sachant que, quelque part, aux marges de l'espace humain, ces futurs maîtres de guerre croissaient en silence sous d'autres soleils. Lorsque le silence relatif succéda au grand hurlement warp de l'ère des luttes, et que les tempêtes immatérielles commencèrent à se rétracter comme une marée lasse, l'empereur observa, avec une lucidité douloureuse, l'ouverture d'une fenêtre étroite dans la trame de la réalité. Les cartes stellaires de l'âge de la technologie, reconstruites à partir de fragments de données, montraient l'ampleur de la perte. Des milliers de mondes humains, jadis reliés par des corridors stables de translation, étaient devenus des points muets, isolés par des siècles de perturbations warp. À présent, ces perturbations se calmaient, non par bienveillance, mais par saturation, comme si les excès même d'un âge de souffrance avaient consommé une partie de leur combustible psychique. Dans cette accalmie, instable mais exploitable, il entrevit la possibilité d'un mouvement de reconquête, non dans le sens d'un retour nostalgique, mais comme une opération de réintégration systémique à l'échelle galactique. La première phase fut la domestication complète du système Sol. Terra, unifiée, devait cesser d'être un foyer isolé pour devenir un nœud d'un réseau en renaissance.
Mars, à demi figé dans ses rites technologiques, fut abordé avec une précision presque chirurgicale. L'empereur n'y imposa pas une simple victoire militaire, mais une reconfiguration doctrinale. Par le traité qui lia le Mechanicum à l'Imperium, il rattacha les cultes de la machine à une chaîne de commandement laïque, tout en leur laissant la fiction d'une autonomie sacrée. Les forges rougies de la planète rouge, les arsenaux des lunes, les chantiers dissimulés dans les ceintures d'astéroïdes furent intégrés comme organes spécialisés d'un même corps émergent. L'interdiction ancienne des intelligences artificielles pleinement conscientes fut réaffirmée, non comme tabou religieux, mais comme principe d'ingénierie politique et métaphysique. À la place, se répandirent des esprits-machines limités, encadrés, reliés à des opérateurs humains, ligne tampon entre la froideur computationnelle et les flux dangereux du warp. Sur ces bases industrielles, la Grande Croisade put commencer à prendre forme matérielle. Des chantiers navals orbitaux, réveillés de leur sommeil rouillé, commencèrent à produire des coques de guerre, des vaisseaux de transport, des flottes d'exploration. Les anciens modèles de l'âge de la technologie furent étudiés, épurés, simplifiés pour devenir reproductibles à long terme, capables de fonctionner sans l'infrastructure luxuriante aujourd'hui perdue. Les moteurs Warp, recalibrés, furent enveloppés de nouvelles couches de rites techniques, conçus non comme de simples superstitions, mais comme des protocoles destinés à stabiliser psychiquement les équipages exposés aux visions du passage. Dans les chambres silencieuses du palais, des lignées de navigateurs furent ratifiées, intégrées à un système où leur mutation warp induite devenait à la fois un atout indispensable et une faille surveillée. Parallèlement, les légions Astartes, encore récentes, sortirent des cryptes et des casernes profondes où leurs premiers contingents avaient été éprouvés contre les restes techno-barbares de Terra et de Luna. Chaque légion, différenciée par des légères variations génétiques, des doctrines de combat spécialisées, des schémas d'entraînement, fut alignée dans des formations de plus en plus vastes, jusqu'à ce que leur déploiement se superpose à la structure même des flottes naissantes. Les Astartes n'étaient pas seuls. Autour d'eux se recomposaient les armées humaines classiques, masses d'infanterie, blindés, auxiliaires, unités de logistique, formant un épais tissu de forces capables d'occuper, de gérer, d'exploiter les mondes que les légions briseraient ou remodèleraient. Au-dessus de cette hiérarchie martiale, l'empereur se tenait comme un centre de calcul vivant, étendant depuis Terra une toile de commandement à la fois stratégique, politique et mémétique. La décision d'engager la croisade ne fut jamais proclamée comme un moment unique. Elle se diffusa plutôt comme un changement de régime, un glissement progressif de Terra et de Sol vers un état d'expansion permanente. Des flottes d'exploration partirent en avant, chargées de sonder les routes Warp, de localiser les anciennes colonies humaines, d'enregistrer les anomalies. Leur retour, lorsqu'il avait lieu, apportait un mélange de rapports sur des mondes tombés dans la barbarie, d'autres dominés par des régimes xénophiles ou xénocides, quelques-uns encore porteurs de vestiges des anciennes technologies. Chaque donnée, intégrée dans les chambres de calcul du Palais et de Mars, contribuait à l'élaboration d'une cartographie provisoire du futur théâtre d'opération. Au-delà de l'aspect militaire et logistique, la Grande Croisade se dota d'un vecteur doctrinal, la vérité impériale. Celle-ci, formulée dans les cénacles les plus restreints, fut conçue comme une arme cognitive, destinée à remodeler le champ psychique humain. Elle niait toute divinité, ramenant les phénomènes surnaturels à des lois méconnues, les miracles à des expressions de la science ou de la mutation. En apparence, il s'agissait d'un rationalisme strict, d'une volonté de débarrasser l'espèce des superstitions, jugées responsables de tant de dérives. Mais, sous cet aspect, se dissimulait une stratégie plus profonde. En asséchant les sources de vénération religieuse traditionnelle, en orientant la loyauté vers un pouvoir humain affirmé comme tel, l'empereur cherchait à couper, autant que possible, les canaux par lesquels les puissances du chaos recevaient l'adoration émotionnelle qui les renforçait. Chaque monde reconquis se voyait imposer des réformes éducatives, des épurations de culte, la réécriture de ses mythes locaux,
jusqu'à ce que la structure mentale de ses habitants se conforme aux standards d'une humanité unifiée, théoriquement moins perméable aux séductions warp. La naissance de la croisade se déroula ainsi dans un entrelac de gestes visibles et invisibles. Sur les quais de Terra, de Mars et des lunes, les coqs se succédaient, portant sur leurs flancs des insignes encore neufs, parfois hésitants. Dans les salles d'assemblage du palais, des officiers, des administrateurs, des érudits en reconstruction comparaient les relevés d'avant l'ère des luttes aux rares signaux actuels, traçant des routes, codifiant des priorités. Dans le warp, chaque nouvelle translation, chaque projection de flotte traçait des sillons, habituant peu à peu les courants psychiques à la présence de ces corridors organisés, comme autant de chirurgies infligées à un océan capricieux. La galaxie, qui avait connu l'humanité comme une poussière dispersée, commençait à percevoir de nouveau la montée d'une cohérence, d'un motif. Au sein même de cette montée en puissance, l'absence des primarques planait comme une lacune structurante. Les légions existaient, forcément incomplètes, dotées de traditions naissantes, de commandants remarquables, mais mortels. L'empereur savait que, quelque part au-delà des premiers vecteurs de la croisade, des êtres façonnés pour devenir les centres de gravité de ces masses martiales croissaient sur des mondes étrangers, plongés dans des cultures diverses, altérés par des ciels qui n'avaient pas été choisis pour eux. La croisade, dans sa phase initiale, fut donc également une opération de recherche diffuse, une extension des capteurs de l'Imperium naissant à la quête de signaux particuliers, d'anomalies humaines indiquant la présence possible de ces fils éclatés. Lorsque les premières flottes franchirent les limites extérieures du système Sol et s'enfoncèrent dans les routes warp rouvertes, Terra cessa d'être seulement un foyer de reconstruction pour devenir le point d'origine d'un front en expansion continue. Chaque translation, chaque contact, chaque monde tombant sous le terme abstrait de « compliance » ajoutait une ligne au registre, une strate à la mémoire impériale. Pourtant, les cartes demeuraient trouées, les relevés tachés de zones blanches, de secteurs saturés d'anomalies, de régions où les signaux disparaissaient comme avalés. La Grande Croisade naissait ainsi sous le signe d'une connaissance partielle, d'une cartographie incomplète, où chaque nouvelle connexion révélait autant de manques que de certitudes, annonçant l'immense ouvrage de classification, de recensement et de redécouverte qui devait suivre lorsque les mondes réunis commenceraient à apparaître dispersés dans le faisceau encore étroit de la lumière impériale. À mesure que la Grande Croisade étendait ses vecteurs hors du système Sol, l'Imperium naissant se heurta à la nécessité de fixer dans un langage stable la dispersion chaotique de l'humanité. Les antiques cartes stellaires de l'âge de la technologie, arrachées à des banques de données à demi corrompues, offrèrent des constellations de noms, de codes, de trajectoires, mais chaque entrée était devenue suspecte, chaque coordonnée sujette à caution. Les siècles de tempête warp avaient déformé les routes de translation, déplacé les points d'accès, altéré les durées de voyage au point que les schémas de navigation anciens ne servaient plus que de palimpsestes, de silhouettes d'un ordre perdu. Dans les salles silencieuses de la Cartographia Stellaris, sur Terra et Mars, des scribes augmentés superposaient ces reliques de données aux relevés frais, apportés par les premières flottes, traçant des cartes où chaque nouvelle ligne révélait l'ampleur des discontinuités. Les mondes réunis reçurent d'abord des désignations froides, numéros de secteur, code alphanumérique, classification fonctionnelle. Derrière ces abstractions se trouvaient des planètes où l'humanité avait évolué pendant des millénaires dans une quasi-autarcie, modelée par des climages altérés, des biosphères perturbées, des cultures marquées par la mémoire déformée de l'âge de la technologie. Certains mondes conservaient, sous une patine de superstitions et de rites locaux, des structures industrielles robustes, des cités-machines à demi fonctionnelles, des réseaux de transport encore exploitables. D'autres n'offraient plus que des ruines arbrisées, des mégalithes rongés par les vents acides, habités par des tribus pour qui les dômes effondrés n'étaient que des montagnes creuses, hantées par des esprits. Quelques planètes, rares, présentaient un niveau technologique voisin de celui de Terra restaurée, mais leur doctrine politique s'était éloignée, parfois jusqu'au refus de toute centralisation,
parfois jusqu'à la vénération d'entités stellaires dont les noms rappelaient trop les murmures du Warp. Chaque contact imposait une réévaluation. Les flottes de la croisade franchissaient le voile, émergeaient dans des systèmes ou des signaux faibles, des balises automatisées, des champs astropathiques dégénérés subsistaient parfois, tels des fantômes de l'ancien ordre. Les rapports de reconnaissance descendaient ensuite, consignés dans des cryptes de données, composition atmosphérique, densité démographique, état des infrastructures, nature des cultes, degré d'altération génétique. Ces informations, ventilées, agrégées, redescendaient sous forme de symboles sur les grandes cartes projetées dans les chambres de planification impériale. Là, chaque monde se réduisait à quelques signes: bastion fiable, foyer de rébellion potentielle, source de ressources, risque warp. La complexité des existences locales se dissolvait dans ces structures, non par mépris, mais par nécessité d'une gouvernance à l'échelle d'une galaxie. L'incomplétude demeurait pourtant inhérente à l'entreprise. Certaines routes warp restaient instables, ne s'ouvrant que rarement, parfois selon des rythmes qui semblaient obéir à des cycles inconnus. Des flottes s'y aventuraient et n'en revenaient pas, ajoutant leur nom à la longue liste des unités classées, disparues au-delà du voile. Des signaux d'origine humaine, affaiblis par les siècles, atteignaient les relais astropathiques sous forme de psalmodies presque illisibles, indiquant des mondes dont la position exacte ne pouvait être déterminée qu'avec une marge d'erreur incompatible avec une translation sûre. D'autres secteurs apparaissaient comme des trous noirs cartographiques, zones où toute tentative de relevé se heurtait à une résistance invisible, soit par la violence des phénomènes warp, soit par l'action délibérée d'entités refusant le contact. Dans ce contexte, la notion même de « monde réuni » prit un sens ambivalent. Officiellement, le terme désignait une planète replacée sous l'autorité de Terra, intégrée aux structures administratives et militaires de l'Imperium, soumise à la vérité impériale. En profondeur, il recouvrait un processus plus ambigu, la superposition d'un récit unificateur sur des mémoires divergentes. Les populations accueillant les flottes impériales portaient en elles des mythes de l'origine humaine, des cosmologies locales où Terra était parfois un paradis perdu, parfois un enfer oublié, parfois un concept inconnu. Lorsque les itérators, agents doctrinaux de la croisade, imposèrent le nouveau discours, ils effaçaient à la fois des erreurs et des singularités. Les archives des mondes reconquis, rouleaux, cristaux de données, traditions orales, offraient des fragments précieux de l'histoire galactique perdue. Pourtant, beaucoup furent filtrés, censurés, reclassés, jugés dangereux lorsqu'ils touchèrent de trop près aux phénomènes warp ou aux anciens traités avec des intelligences interdites. La cartographie qui en résultait était donc double, visible dans les registres officiels, où chaque système intégré semblait solidement enchâssé dans un réseau de routes balisées, et invisible dans la mémoire de ceux qui avaient parcouru ces distances. Navigateurs et capitaines s'avèrent que les lignes droites tracées sur les cartes ne rendaient pas compte des dérives, des contournements, des zones d'ombre. Des courants warp prometteurs pouvaient se tarir en quelques décennies, des détours devenir nécessaires, des secteurs entiers se fermer pour des durées non prévisibles. La galaxie, loin d'être un plan figé, demeurait un volume plastique, déformé par les marées de l'immatérium, par les guerres locales, par les expériences ésotériques de cultures oubliées. Pour l'empereur, cette incomplétude ne relevait pas d'un simple défaut d'information, mais d'une propriété fondamentale du théâtre où il avait choisi d'agir. Dans son esprit, fort de millénaires d'observation, les cartes stellaires n'étaient que la projection grossière d'un ordre plus profond, un réseau de flux psychiques, de densité culturelle, de pôles de tension entre liberté humaine et influence extérieure. Certains mondes réunis occupaient une place disproportionnée dans ce réseau, non par leur masse ou leurs ressources, mais par la qualité de leur mémoire, la force de leurs symboles, leur proximité avec des nœuds du warp. Ils furent l'objet d'une attention particulière, parfois d'une surveillance constante, parfois d'une restructuration violente. D'autres, jugés moins décisifs, furent simplement intégrés à la trame, laissés à une autonomie relative, tant qu'ils ne menaçaient pas la cohérence globale. Cette hiérarchie silencieuse, nul ne la lisait entièrement dans les cartes.
Elle se manifestait toutefois dans certains choix. L'ordre des campagnes, le déploiement des légions, la répartition des ressources de reconstruction. Des secteurs entiers furent délibérément laissés en marge, non par négligence, mais parce que leur contact prématuré aurait ouvert des fronts métaphysiques trop nombreux. Les cartes de la Cartographia Stellaris montraient ces zones comme des régions encore à explorer. Dans les cryptes du palais, elles apparaissaient parfois sous d'autres codes, marquées comme foyers de contamination potentielle, réserve à aborder lorsque l'édifice impérial aurait accru sa résilience. À mesure que la liste des mondes réunis s'allongeait, la question de leur cohésion psychique se fit plus pressante. Chaque nouvelle planète apportait avec elle ses psycheurs latents, ses traditions sorcières, ses interprétations naïves du warp. Certains gouverneurs locaux proposaient des tolérances, arguant d'équilibres culturels fragiles. D'autres réclamaient des purges, des internements massifs, la destruction des lignées jugées dangereuses. Les premiers conciles d'érudits, de technoprêtres et d'officiers commencèrent à débattre de la nature exacte de cette mer immatérielle qui entourait tous les mondes habités, de son rôle dans la navigation, la communication, mais aussi dans la folie, la mutation, la possession. Les cartes stellaires, déjà imparfaites, se révélèrent encore plus limitées lorsqu'il fallut y inscrire les zones de turbulence warp, les foyers de prédation immatérielle, les routes où les disparitions dépassèrent la moyenne. Peu à peu, l'empereur comprit que la cartographie des mondes réunis ne pouvait être dissociée d'une codification rigoureuse du rapport de l'humanité au warp lui-même, tant que chaque monde, chaque culture, chaque commandant traiterait ce domaine selon ses propres peurs, ses propres curiosités, ses propres superstitions. L'édifice impérial resterait vulnérable aux infiltrations, aux corruptions lentes, aux flambées incontrôlées de pouvoirs psychiques. La mise en ordre des cartes matérielles appelait ainsi une mise en ordre plus discrète, plus radicale encore, de la connaissance et de l'usage de l'immatérium. Dans le silence des salles centrales du palais, alors que les scribes ajoutaient sans cesse de nouveaux noms au registre des mondes réunis, se préparait déjà un autre document, plus bref, plus dense, dont les implications s'étendraient à chaque secteur, à chaque vaisseau, à chaque esprit sensible, un décret destiné à redéfinir, en termes presque absolus, la place du warp dans l'architecture de l'Imperium. Au moment où la liste des mondes réunis devint trop longue pour être tenue sur des supports uniques, et où les cartes stellaires commencèrent à ressembler moins à des promesses qu'à des bilans partiels d'un vaste rétablissement, l'empereur jugea que la phase d'expansion spontanée touchait à ses limites naturelles. La reconquête brutale, la standardisation administrative et la vérité impériale avaient imposé un ordre de surface, mais au-dessous, dans la profondeur immatérielle où se prolongeaient les consciences humaines, régnait encore une diversité dangereuse de pratiques, de peurs et d'audace. Chaque monde ramenait vers l'Imperium ses psycheurs, ses traditions occultes, ses rites demeurés intacts, malgré les siècles d'isolement. Dans certains secteurs, la navigation warp était encadrée par des corporations anciennes, soumises à des pactes locaux avec des entités invisibles. Ailleurs, des sorciers planétaires se prenaient pour des régulateurs naturels des tempêtes psychiques. La croisade reposait précisément sur ce milieu instable pour ses translations et ses communications, mais son rapport au warp demeurait hétérogène, contradictoire, lacunaire. C'est dans ce contexte que fut formulé ce que les archives les plus sûres désignent comme le décret silencieux sur le warp. Il ne s'agissait pas d'une proclamation publique scandée sur les places reconstruites, mais d'un ensemble de principes, de protocoles et de restrictions diffusés par canaux fermés, circulant entre les commandements de flotte, les prêtres technologues de Mars, les responsables des ordres psycheurs émergents. Le texte initial, dont nul exemplaire complet ne subsiste, encadrait en profondeur la manière dont l'Imperium devait penser, nommer et utiliser l'immatérium. L'empereur y posa d'abord une distinction nette entre deux registres, le warp comme phénomène physique, milieu d'énergie brute, moyen nécessaire de translation et de communication, et le warp comme domaine peuplé de volonté extérieure,
terrain de prédation pour des entités nées des excès émotionnels, des espèces sensibles. Reconnaître cette dualité lui permettait de justifier l'usage, sans concéder le terrain symbolique à ceux qui y voyaient un plan divin. Le décret imposait que toute interaction structurée avec le warp fût médiée par des corps spécialisés, encadrés, normalisés. Les navigateurs, déjà indispensables aux voyages interstellaires, furent soustraits aux huis clos de leurs maisons ancestrales pour être indexés à des chartes impériales, leurs lignées recensées, leurs mutations étudiées, leurs rites strictement répertoriés. Les astropathes, forgés via des rituels d'âme où l'empereur lui-même imprimait une marque indélébile sur leurs esprits, devinrent les uniques vecteurs légitimes de communication à longue portée. Leurs cœurs, disséminés sur les mondes clés, étaient reliés à des protocoles de sécurité définissant les seuils d'utilisation, les signaux d'alerte, les indices de contamination. Au-delà de ces deux organes, tout usage individuel, spontané, non régulé des facultés psychiques fut classé dans des catégories déviantes, allant de la simple anomalie à la menace prioritaire. Dans les strates inférieures de l'impérium, cette politique se traduisit par la naissance discrète de réseaux de collecte. Les premières flottes noires sillonnèrent les routes établies, prélevant sur chaque monde ces psycheurs naissants, souvent enfants ou adolescents, parfois adultes cachés par leur communauté, pour les transporter vers Terra et d'autres centres d'internement. Officiellement, il s'agissait d'un service de protection, d'une prise en charge médicale et éducative. En réalité, ces flux humains alimentaient un vaste système de tri, de classification et de sacrifice. Une minorité, jugée apte, devenait astropathe ou rejoignait des ordres auxiliaires. D'autres étaient utilisés comme combustible psychique, offerts en paiement pour maintenir les structures les plus sensibles de l'impérium, notamment le trône d'or et certains dispositifs de scellage. Une majorité, considérée comme irrémédiablement instable, disparaissait dans des registres où les chiffres importaient plus que les noms. Le décret, bien que silencieux, se prolongeait dans des gestes concrets. Sur les mondes récemment ralliés, les anciennes écoles de sorcellerie furent dissoutes ou intégrées de force dans la Scholastica Psychana naissante, institution chargée non tant de développer que de canaliser, réduire, compartimenter. Les terminologies locales furent remplacées par une nomenclature stricte. Alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, autant de degrés de puissance et de danger codifiés, permettant aux administrateurs comme aux stratèges d'évaluer en termes quantifiables ce qui, auparavant, relevait de la peur diffuse. Le langage, ainsi resserré, servait à la fois d'outil de contrôle et de voile, dissimulant sous la froideur des classifications l'horreur quotidienne des expérimentations, des corrections brutales, des effacements. Sur le plan doctrinal, le décret consolidait la vérité impériale en lui ajoutant une couche d'interdit implicite. Il devint officiellement hérétique de nommer les entités majeures du warp autrement que comme des agrégats de réactions psychiques, des champs de force sans volonté propre. Toute tentative de les personnifier, de les vénérer, de négocier avec elles fut assimilée à une trahison non seulement spirituelle, mais politique. Dans les faits, certains savants, certains officiers, certains psycheurs de haut rang s'avèrent que la réalité était plus complexe. Ils avaient vu, dans les tempêtes, des motifs récurrents qui excédaient la simple statistique. Pourtant, l'ordre impérial imposait le silence, convaincu que reconnaître publiquement l'existence de volontés extraplanaires reviendrait à ouvrir des canaux d'adoration incontrôlables. Le décret était silencieux aussi par son absence de symbole. Aucun monument ne le commémorait, aucune fête ne s'y rapportait. Il se logeait dans des manuels techniques, des chartes de navigation, des protocoles de recrutement, des codes d'instruction militaire. Il vivait dans la manière dont un capitaine de vaisseau coupait immédiatement du circuit un navigateur présentant des signes de délire, dont un gouverneur planétaire signalait sans délai la naissance de psycheurs en nombre anormal, dont un technoprêtre interrompait un rite machine dès qu'une perturbation non cataloguée apparaissait dans les capteurs. Il se transmettait comme une habitude incorporée, un réflexe de méfiance systématique envers tout ce qui dépassait les mesures calibrées, une forme de prudence devenue structure. Au sommet, l'empereur,
surveiller les effets de ce maillage réglementaire sur la texture globale de l'impérium. Des relevés astropathiques, des rapports des flottes noires, des analyses statistiques des incidents warp convergèrent vers les salles les plus secrètes du palais. Là, il constata une baisse relative des manifestations les plus spectaculaires, moins de possessions massives, moins de mondes entièrement submergés par des cultes sorciers, une certaine diminution de l'intensité des tempêtes sur les routes les plus fréquentées. Mais il percevait aussi la contrepartie, une pression accrue dans des zones moins visibles, des fuites vers des marges, des concentrations de déviance dans des secteurs à l'écart, où la surveillance était plus lâche, ou les autorités plus complaisantes. Ainsi, le décret silencieux ne clôtura pas la question du warp, il la reconfigura. Il fit de l'immatérium un outil administré, surveillé, exploité avec une rigueur qui tenait autant de la peur que de la nécessité. Sous cette chape, certains commencèrent pourtant à éprouver une forme de tension intérieure. Psycheurs officiels, écartelés entre leurs injonctions de service et les murmures qu'ils percevaient dans les profondeurs, généraux confrontés à des phénomènes que les manuels ne suffisaient pas à décrire, érudits qui, en recoupant des fragments de données, entrevoyaient dans l'histoire de l'humanité et du warp des corrélations trop précises pour n'être que des coïncidences. Parmi ces consciences en éveil, certaines se trouvaient au plus près de l'empereur lui-même, dans le cercle des êtres qu'il avait choisis, façonnés, élevés pour être les vecteurs les plus purs de sa volonté. Là, au contact prolongé de la guerre, des révélations partielles, des fragments de vérité sur le warp et sur la nature de leur propre genèse, l'un d'eux, premier parmi les fils éclatés retrouvés, commença à subir une métamorphose plus obscure, lente et profonde, qui allait bientôt mettre à l'épreuve non seulement le décret silencieux, mais l'ensemble de l'édifice psychique et politique construit autour du refus de nommer pleinement les puissances à l'œuvre dans l'ombre. Lorsque la Grande Croisade quitta son état de phase préparatoire pour devenir une expansion quasi continue, le premier fils, retrouvé avant tous les autres sur le monde minéral de Ctonia, se tenait au centre du dispositif comme un vecteur privilégié de la volonté impériale. Arraché à une planète rongée par des garennes souterraines, des fraternités criminelles et des architectures effondrées, il avait été reconfiguré par la rencontre avec son géniteur, non comme une simple créature de guerre, mais comme une interface affective entre l'empereur et le vaste corps martial qu'étaient les légions. Dans sa physiologie, dans la trame de ses réflexes psychiques, dans la distribution de ses capacités cognitives, on peut lire aujourd'hui, à travers les rares relevés conservés, l'intention d'en faire non seulement un stratège, mais un centre de cohésion, un point de condensation pour les loyautés. La symétrie particulière de son lien avec l'empereur eut des effets mesurables. Dans les campagnes initiales, les relevés tactiques montrent une baisse significative des pertes humaines lorsque le premier fils dirigeait, une plus grande plasticité dans l'emploi des légions, une aptitude à absorber les spécificités locales des mondes pacifiés, sans les écraser immédiatement sous une grille trop rigide. Ces décisions, enregistrées, révèlent une capacité à se mouvoir dans la zone d'ombre entre la brutalité doctrinale et l'adaptation circonstancielle. Cette souplesse, que l'empereur avait jugée nécessaire pour incarner la complexité de sa propre vision, s'accompagnait d'une autre caractéristique plus difficile à quantifier, une sensibilité accrue au champ relationnel, au gradient de confiance, à la texture affective des armées et des populations sous son commandement. Lorsque, après Ulanor, l'empereur se retira vers Terra pour se consacrer plus directement à son ouvrage caché, la reconfiguration secrète de la porte-sol et du projet de conquête de la toile, le premier fils reçut le titre de maître de guerre. Dans les registres, ce transfert d'autorité semble rationnel, fondé sur l'expérience accumulée, sur la nécessité d'une délégation pour maintenir le rythme de la croisade. Mais les analyses postérieures, menées à partir des journaux de campagne, des relevés astropathiques et des premiers signes de dérive mémétique, suggèrent qu'à cet instant, une réorientation plus subtile se produisit dans la structure même des loyautés impériales. Une fraction des flux de confiance
de vénération implicite et d'espérance qui convergeait jusque-là presque exclusivement vers la figure lointaine de l'empereur, commença à se dévier vers le premier fils, désormais plus visible, plus présent, davantage immergé dans les opérations quotidiennes. Dans le warp, cette translation affective ne passa pas inaperçue. Les puissances qui y agrègent patiemment les échos des passions collectives perçoivent moins les noms que les structures, un centre d'attention se déplaçant, un vecteur de ferveur se densifiant autour d'un être dont la trame psychique, par sa nature primarcale, offrait déjà une intensité inhabituelle. Le premier fils devint, sans le savoir, un point d'interface d'une rare sensibilité entre l'espèce humaine en marche et l'océan d'entités qui l'environnait. Son statut de premier retrouvé, son intimité ancienne avec l'empereur, la confiance presque instinctive que lui accordaient ses frères, et les légions tissèrent autour de lui un champ relationnel où les gradients d'admiration et de doute atteignirent des valeurs extrêmes. La métamorphose obscure qui s'ensuivit ne débuta pas par une rupture identifiable, mais par une série d'ajustements imperceptibles. Les loges guerrières, forme d'association horizontale au sein des légions, se répandirent sous son regard d'abord tolérant, puis favorable, en réponse à un besoin réel de cohésion et de paroles partagées parmi des guerriers projetés sans cesse sur de nouveaux théâtres. Dans la texture mémétique de ces loges se glissèrent peu à peu des éléments exogènes, symboles anciens, issus de cultures locales, fragments de rites détournés, lexiques ambigus permettant de parler de destin, de fraternité et de puissance sous des termes qui échappaient partiellement au carcan de la vérité impériale. Ces glissements, par eux-mêmes, n'étaient pas encore corruption, mais ils élargissaient les interstices par lesquels des influences plus lointaines pouvaient s'insinuer. Le point d'inflexion se cristallisa autour d'un événement enregistré comme campagne de conformité dans un secteur marginal, sur un monde dont la surface portait les cicatrices de pratiques cultuelles anciennes. Là, le premier fils fut exposé, à travers une blessure et un rituel de guérison, à un dispositif d'ingénierie spirituelle élaboré par des agents du warp. Ce dispositif, enrobé de symboles locaux, reposait en réalité sur une capture fine de ces résonances psychiques. Il offrait une séquence d'images, de perceptions, de pseudo-révélations combinant des vérités partielles, la nature cachée du projet de la toile, les mensonges nécessaires de la vérité impériale, la dureté froide des calculs de l'empereur, avec des distorsions subtiles, amplifiant certains ressentiments latents, densifiant des sentiments d'abandon, de trahison, de rivalité. Ce qui fut touché en lui ne fut pas sa loyauté de surface, mais la couche profonde où se rencontre la conception de soi, la place reconnue dans l'ordre cosmique et l'interprétation du silence de la figure paternelle. Les puissances du warp ne créèrent pas ex nihilo une haine. Elles travaillèrent sur des asymétries déjà présentes. Le retrait de l'empereur vers Terra, sans explication complète, la dissimulation du projet de la toile, la négation publique de toute dimension sacrée, alors que la réalité quotidienne de la croisade effleurait sans cesse l'invisible. Dans la psyché du premier fils, structurée pour être un centre de cohésion, ces contradictions produisirent des interférences. Un nouveau schéma de sens commença à s'installer, dans lequel l'empereur apparaissait non plus seulement comme architecte de l'avenir humain, mais comme un être prêt à sacrifier sans retour tout ce qu'il avait suscité, y compris ses propres fils, pour un dessein dont il refusait la pleine communication. La métamorphose prit la forme, au début, d'un infléchissement dans ses interprétations. Les mêmes ordres reçus de Terra, les mêmes silences, les mêmes prudences doctrinales furent relus à travers une grille où la méfiance croissante envers l'empereur se doublait d'une compassion renforcée pour les masses humaines, pour les légions, pour ses frères. Les relevés de décision montrent, à partir de cette période, une tendance accrue à privilégier des solutions qui flattaient la dignité supposée des guerriers, qui valorisaient leurs souffrances, qui les plaçaient au centre d'un récit où l'empereur, distant, devenait une abstraction froide. Parallèlement, les loges guerrières, alimentées par des influences désormais consciemment manipulées depuis le warp, consolidèrent une culture interne où l'obéissance à Terra cédait progressivement le pas à la fidélité envers le maître de guerre lui-même.
Sur le plan métaphysique, cette évolution se traduisit par un couplage renforcé entre la psyché du premier fils et certaines strates du warp. Sans basculer immédiatement dans une adoration déclarée, ses pensées commencèrent à fréquenter des circuits où les puissances du chaos pouvaient ne répondre, ajuster, amplifier. Des rêves récurrents, des visions d'alternatives où l'humanité, non plus dirigée par une figure solitaire, mais par une fraternité de primarques libérés du mutisme impérial, prospérait dans un ordre plus vrai, lui furent offerts comme autant d'hypothèses séduisantes. Chaque acceptation partielle, chaque curiosité intellectuelle envers ces scénarios, consolidait le pont entre lui et ses forces, jusqu'à ce que la frontière entre introspection et suggestion se brouille. Pour ceux qui l'entouraient, la métamorphose demeura longtemps illisible. Les officiers voyaient un chef plus humain, plus proche, plus enclin à reconnaître les sacrifices exigés. Les primarques, divisés, percevaient tour à tour en lui un frère attentif, un rival, un possible substitut à l'empereur absent. Nul ne pouvait, sans la perspective élargie de l'empereur lui-même, déceler que cette humanisation apparente s'accompagnait d'une reconfiguration profonde de son alignement cosmique. Le premier fils glissait, presque sans bruit, d'un centre de cohésion interne de l'impérium vers un rôle de canal, de vecteur par lequel une autre volonté, extérieure, testait les résistances de l'édifice. Lorsque les premiers actes de rupture ouverte se préparèrent, réaffectation douteuse, concentration de forces hors des modèles établis, altération des flux d'informations entre Terra et les légions, le processus était déjà largement avancé. La métamorphose obscure avait accompli son œuvre principale, convertir un être conçu comme rempart contre le chaos en pivot par lequel celui-ci pourrait frapper au plus près du cœur de l'impérium. À mesure que ces dérives prenaient forme matérielle, en flottes redistribuées et en serments chuchotés dans les loges, la perspective d'un affrontement direct se rapprochait, non plus sur des mondes périphériques, mais aux abords même du système Sol, où se dressait, encore confiant en sa solidité, le palais élevé, sous la cendre et la porte qu'il protégeait, promise bientôt à devenir le théâtre ultime de cette guerre intérieure révélée. Les archives qui tentent de restituer le siège de la Porte Sol ne sont qu'un agrégat de survivance, de trames de données carbonisées, de témoignages disjoints, comme si la réalité de ces jours avait été soumise à une pression telle que la mémoire même de la matière en fut altérée. Avant que les flammes ne lèchent les remparts du palais, le système entier s'était refermé sur lui-même, anneaux de métal, de gravité et de champs énergétiques tendus à leurs limites. Des relevés tactiques fragmentaires montrent la lente contraction de la sphère d'influence impériale. D'abord les avant-postes extérieurs, puis les stations relais, puis les cités orbites intérieures, autant de couches qui se délitaient sous l'approche méthodique des flottes renégates. Autour des géantes gazeuses, dans les ceintures d'astéroïdes, les trajectoires des vaisseaux dessinent des enchevêtrements de courbes rompues, lignes de translation interrompues par des impacts, des sabotages, des effondrements de discipline. Chaque orbite perdue raccourcissait la distance entre la trahison et Terra, jusqu'à ce que la planète elle-même fût encerclée par une nuée de coques, de plateformes armées, de débris figés dans des postures de chute inachevées. La Porte Sol, au sens le plus physique, était alors un labyrinthe de fortifications orbitales, de bastions générateurs de champs, de batteries automatiques lentes et obstinées. Leur conception répondait à une logique de dissuasion prolongée, non à un assaut mené par une moitié de l'impérium contre l'autre. Pourtant, même lorsque les protocoles furent dépassés, lorsque les alliés de jadis devinrent les cibles des séquences de tir, le système conserva un certain ordre dans son agonie. Des relevés de vox dégradés laissent entendre des voix officielles énumérant des séquences d'activation, recalculant les angles, adaptant les barres de feu à la progression des masses ennemies. Dans les cartes de densité énergétique, on voit les remparts invisibles se plier, se déchirer, se reformer partiellement, comme la peau d'un organisme exposé à une pluie acide continue. Chaque station qui cessait d'émettre devenait un point froid, un corps mort dérivant lentement, parfois réutilisé par l'ennemi comme abri provisoire, parfois simplement abandonné dans la pénombre du vide. Lorsque la ceinture défensive orbitale se fut disloquée,
le siège changea d'échelle, se contractant vers Terra. Les couches supérieures de l'atmosphère se chargèrent de poussière, de cendres, de fragments d'épaves en rentrée incontrôlée. Des continents entiers virent sur leur ciel devenir un palimpseste de traînées ardentes, d'éclairs silencieux, d'ombres glissant entre les nuages, descentes de barges, chutes de modules, effondrements de stations. Le palais, centre géométrique et symbolique de la défense, se retrouva alors exposé comme un noyau mis à nu. Ses murs, ses bastions, ses portes, Éternité, Saturnine, Lion, parmi d'autres, formèrent la dernière modulation solide d'un front devenu presque entièrement abstrait. Entre ces murailles et les lignes renégates, des terrains jadis occupés par des quartiers, des parcs, des structures administratives, se transformèrent en zones de transition où la matière se voyait systématiquement remaniée par les armes, les champs de gravité, les flux thermiques. Les fragments de journaux des défenseurs montrent une perception déformée du temps. Les jours se mêlent aux nuits, sous des ciels saturés de reflets énergétiques. Les séquences de combats, de replis, de réparation, d'enterrements hâtifs se succèdent jusqu'à perdre leur caractère distinct. On y lit que les statues, les colonnades, les esplanades du palais, conçues pour la représentation de la puissance ordonnée, devinrent des repères de trajectoire, des masques, des couverts. Les dalles furent fissurées par le passage de blindés, les mosaïques recouvertes de couches superposées de poussière, de cendres, de résidus organiques. Sous la pierre, dans les niveaux inférieurs, des populations de travailleurs, de serviteurs, de scribes furent redéployées pour maintenir les réseaux énergétiques, les systèmes de recyclage, les conduites de données, comme si l'édifice tout entier, blessé, s'efforçait encore de maintenir la cohérence de ses fonctions vitales. Au-delà du champ de bataille visible, un autre siège se déroulait, plus difficile à tracer dans les archives, celui de la porte au sens métaphysique, le nœud de la toile que l'empereur avait entrepris d'exploiter. Les expériences menées sous le palais, les tentatives de connexion à ce réseau plus ancien que l'humanité, avaient déjà tendu les tissus de la réalité locale. Avec l'arrivée des forces renégates, avec l'afflux de psychers, de cultistes, de machines altérées, la pression sur ces structures latentes augmenta. Des anomalies furent enregistrées dans les niveaux inférieurs, fluctuations de gravité, aberrations optiques, intrusions de formes difficilement descriptibles par la taxonomie impériale. Elles correspondaient à des efforts délibérés des puissances du Warp pour fissurer non seulement les murs, mais la trame même que le palais prétendait stabiliser. Le siège de la porte-sol fut aussi celui d'un point de contact entre deux géométries du cosmos, la matérielle et l'immatérielle, chacune cherchant à fixer l'autre dans une forme définitive. Les légions loyalistes, réduites mais encore structurées, se disposèrent comme des anneaux concentriques autour des points d'accès clés. Les relevés de positions disponibles dessinent des couches d'unités spécialisées, d'artillerie, de titans, de contingents auxiliaires serrés les unes contre les autres, au plus près des portes. Face à elles, les forces renégates installaient leur propre matrice, machines démoniaques, chars marqués de symboles altérés, masses d'infanterie aux champs déformés. Dans certains secteurs, les frontières se stabilisèrent en ligne quasi statique, où la mort était moins un événement qu'un état permanent du paysage. Dans d'autres, elles oscillèrent sans cesse, gagnées et reperdues, chaque oscillation laissant davantage de matière inerte, davantage de couches de ruines. L'empereur, durant la majeure partie du siège, reste presque absent des documents de surface. Sa présence se lit surtout en négatif, dans la persistance du trône, dans la continuité des signaux astropathiques, dans la cohésion improbable de défense, soumise à une pression qui, sans une volonté centrale, aurait rapidement brisé toute discipline. On devine, par les témoignages des psychers, qu'il agissait alors comme un contrepoids direct aux efforts des puissances du Warp, soutenant les digues mentales de Terra, maintenant ouvertes les voies de repli, comprimant les brèches dans la toile, à un coût croissant pour son propre être. Cette absence apparente, ressentie parfois comme un abandon par ceux qui tenaient les murs, était en réalité le signe d'une immersion presque totale dans un théâtre de conflit que peu pouvèrent concevoir. Les derniers jours du siège sont particulièrement fragmentaires.
Des zones entières du palais devinrent inaccessibles, soit physiquement détruites, soit recouvertes par des phénomènes d'altération de réalité. Les cartes se troublent, les plans se contredisent, certaines portes, notées comme existantes, disparaissent des relevés postérieurs, tandis que d'autres, non consignées auparavant, apparaissent comme si la géométrie des lieux avait été partiellement reconfigurée par la tension cumulée. Les enregistrements Vox se mêlent à des hurlements de fond, à des silences saturés de parasites, à des prières murmurées malgré l'interdit doctrinal. On y perçoit cependant une constante, la concentration progressive des forces vers un point central, l'Eternity Gate et les niveaux qui la jouxtent, tandis que les anneaux extérieurs cèdent l'un après l'autre. C'est au moment où les couches ultimes de défense se contractaient autour du cœur du palais, où la porte seule, au sens le plus resserré, n'était plus qu'un seuil de pierre et d'énergie insondablement épaissie, que se produisit la décision qui devait achever la guerre tout en marquant le début d'une autre forme de siège, plus longue, plus silencieuse. Devant l'évidence que les murs, aussi épais, aussi sacrifiés soient-ils, ne suffiraient pas à inverser la dynamique, l'empereur détourna une partie de son attention du maintien des digues immatérielles pour l'orienter vers un unique vecteur, le point nodal où se trouvait rassemblée la volonté adverse, au cœur d'un vaisseau devenu sanctuaire de trahison et d'influence warp. En quittant les profondeurs du palais pour se projeter vers ce centre noir, il interrompit pour la première et la dernière fois l'équilibre statique du siège, ouvrant la voie à l'affrontement qui graverait dans sa chair et dans la structure de l'impérium, la chute et la blessure, dont les transcriptions ultérieures ne seraient jamais que des ombres atténuées. Des milliers d'années plus tard, les archivistes de Terra s'accordent seulement sur ceci. Nul texte unique ne contient la totalité fidèle de ce qui se passa lorsque l'empereur quitta le cœur du palais pour se matérialiser à bord du vaisseau amiral où se concentrait la volonté brisée de son premier fils. Les fragments conservés ne sont que des projections, relevés gravitationnels affichant des pics impossibles, journaux astropathiques saturés d'images superposées, récits de témoins dont la mémoire fut ensuite remaniée par la discipline inquisitoriale. Tous convergent cependant vers l'idée d'une confrontation où la matière, le warp et la symbolique impériale cessèrent un instant de pouvoir être distingués. Les capteurs indiquent qu'au moment du contact, les champs warp autour du vaisseau se contractèrent brutalement, comme si une masse énorme de signification avait été concentrée sur un espace de quelques mètres. La psyché du maître de guerre, déjà profondément intriquée avec les puissances du chaos, agissait alors comme un prisme, diffractant contre l'empereur l'addition de haine, de ressentiment et de désir accumulés à travers la galaxie. L'empereur, de son côté, portait en lui la somme condensée de la volonté humaine ordonnée, de la mémoire millénaire, du projet encore inachevé de la toile. L'impact de ces deux structures engendra une onde de rupture qui traversa à la fois la coque du vaisseau, les couches inférieures du palais et les flux du warp sur des années-lumière. La blessure, dans ce contexte, ne fut pas seulement celle infligée au corps impérial. Les relevés montrent un effondrement local des possibilités. Des futurs entiers s'éteignirent en un instant lorsque l'empereur sacrifia une part décisive de sa propre potentialité pour annihiler le premier fils, rompant l'interface par laquelle le chaos projetait sa pression unifiée sur l'impérium. Les organes physiques furent brisés, la colonne énergétique de son être psychique fracturée, mais, ce faisant, les boucles de rétroaction qui auraient en permis une spirale de corruption irréversible à l'échelle impériale furent sectionnées. Les descriptions ultérieures parlent d'un retour inerte de son corps sur Terra, par des couloirs marqués de distorsions récentes. Ce trajet, de la salle de la chute au trône d'or, fut interprété comme un cortège funèbre, tandis que commençait la tentative de stabiliser, dans un dispositif matériel, ce qui restait de la conscience impériale, pour qu'elle devienne moins un souverain vivant qu'un point fixe dans la topologie de l'humanité. Les jours qui suivirent le retour du corps brisé de l'empereur sur Terra
prirent dans les registres médicaux et technologiques la forme d'une longue suite de procédures, de mesures et de corrections, comme si l'on tentait de retenir au bord de l'extinction un astre déjà effondré sur lui-même. Transporté dans les profondeurs du palais, au cœur de la cavité préparée depuis des décennies pour un usage encore indéfini, son corps fut connecté à la matrice du trône d'or, ancien mécanisme de contrôle de la porte vers la toile, désormais reconfiguré en appareil de contention et de projection d'une conscience agonisante. Les prêtres technologues de Mars, appelés en toute hâte, consignèrent des chiffres qui dépassaient leurs échelles. Pression intracrânienne modifiée par des flux d'énergie non électriques, chante psychique mesurée à des niveaux tels que les instruments perdaient leurs repères, rythme cardiaque suspendu, puis remplacé par une série de pulses artificiels, calés sur la fréquence des générateurs du trône. Autour de lui, des réseaux de câbles, de conduits, de relais psychiques furent raccordés, détournant vers ce point unique le flux de milliers de sources énergétiques, de réacteurs enterrés, de stations orbitales alignées. La chair impériale, déjà en cours de nécrose, fut maintenue dans un état de quasi-stase par des solutions de stase, des champs de suspension, des essaims de nanite qui ralentissaient la décomposition sans pouvoir l'annuler. Très vite, il devint évident que l'intégrité organique n'était plus l'enjeu. Ce qui importait était la préservation de la structure d'âme, de cette trame complexe qui, bien que déchirée, demeurait encore capable d'émettre, de tenir à distance les tempêtes du warp, de maintenir ouvertes, à un niveau minimal, certaines connexions de la toile. Pour alimenter cette fixation, un circuit sacrificiel fut établi. Les psycheurs collectés par les flottes noires, désormais acheminés en grand nombre vers Terra, furent intégrés à un cycle de consommation méthodique. Leurs âmes, canalisées par des rites technomantiques, furent offertes en vecteurs d'énergie subtile au trône, compensant peu à peu la perte de cohérence interne de l'empereur. Le dispositif qui en résulta n'était ni tout à fait une machine, ni tout à fait un sarcophage, mais un point d'ancrage où se nouait la chair, le métal, la mémoire et la douleur, scellant l'empereur dans une immobilité active, solitaire centre de gravité autour duquel l'impérium entier commencerait à s'organiser comme un champ figé. Dans les décennies qui suivirent l'immobilisation de l'empereur au trône d'or, l'édifice politique de l'impérium se trouva confronté à un vide conceptuel que les seuls décrets administratifs ne pouvaient combler. La vérité impériale, rationaliste, niant toute divinité, avait été conçue pour un empire dirigé par une volonté vivante, capable de corriger les dérives par l'autorité directe. Cloué dans une quasi-mort, muet, absent à toute forme de communication ordinaire, l'empereur échappait désormais à cette grille. Les masses humaines, privées de tout contact sensoriel avec la source de leur ordre, comblèrent spontanément l'intervalle par les vieux réflexes de sacralisation. Processions improvisées autour des relais astropathiques, prières murmurées devant les représentations anciennes, récits de visions où le souverain apparaissait non plus comme législateur, mais comme intercesseur cosmique. Les hauts seigneurs de Terra, occupés à stabiliser les structures de pouvoir, tolérèrent d'abord ces manifestations comme un exutoire inévitable, un phénomène marginal comparé aux nécessités logistiques. Pourtant, dans les registres de l'administratum, certains statisticiens commencèrent à noter des corrélations. Là où le culte spontané de l'empereur prenait racine, les émeutes diminuaient, les désertions reculaient, la résistance aux campagnes de recrutement s'atténuait. La vénération, même impropre, se révélait être un instrument d'unification plus efficace que les proclamations doctrinales héritées de la vérité impériale. Peu à peu, sans décision spectaculaire, des encouragements implicites furent accordés. Tolérance accrue pour les confréries de dévots, réaffectation discrète de scribes à la compilation de miracles, reconnaissance tacite de sanctuaires improvisés autour des images du maître de l'humanité. De cette zone grise naquit l'ecclésiarchie. À mesure que des prédicateurs itinérants, groupes de pénitents, des ordres de clercs improvisés se structuraient, l'impérium entreprit de les absorber plutôt que de les éradiquer. La falsification des mémoires débuta à ce stade. Les discours rationalistes furent retirés des bibliothèques, procès-verbaux des itérateurs reclassés, témoignages des vétérans de la croisade passés au crible. Dans les nouvelles éditions des chroniques,
l'empereur apparaissait progressivement non comme un homme refusant la divinisation, mais comme une entité transcendante, ayant daigné prendre chair. Ces ordres de jadis, hostiles à toute forme de culte, furent recadrés comme des épreuves, des voiles destinés à éprouver la foi. Des textes tels que la Lectitio Divinitatus, clandestin, furent insérés dans des canons de plus en plus officiels, jusqu'à devenir le socle narratif d'un impérium pour lequel croire en la divinité de l'empereur n'était plus une déviation, mais la condition de l'appartenance. Du point de vue des instruments, rien ne changea vraiment lorsque les siècles commencèrent à s'accumuler autour du trône d'or. Les relais astropathiques continuèrent de capter le signal, constant, d'une intensité presque inhumaine, qui permettait encore aux vaisseaux de se repérer dans l'opacité du warp. Pour les navigateurs, pour les capitaines, pour les populations agglomérées dans les flancs des nefs, ce phare demeurait une évidence silencieuse, un arrière-fond que l'on ne questionnait plus. Pourtant, dans les cryptes où se tenaient les plus anciens adeptes, ceux qui conservaient les relevés de flux depuis l'installation initiale de l'empereur sur le trône, des écarts infimes commencèrent à apparaître dans les courbes. Micro-variations de phase, instabilité rythmique, légères dérives dans la cohérence spectrale du signal. Au début, ces anomalies furent attribuées à des facteurs périphériques, augmentation du bruit psychique global, multiplication des foyers de guerre, intensification des manifestations chaotiques aux marges de l'impérium. Mais à mesure que les siècles passaient, une tendance lente, à peine perceptible à l'échelle d'une vie humaine, se dessina. Les pics de puissance devenaient plus rares, les plateaux de stabilité plus courts, les réajustements d'urgence plus fréquents. Des cellules d'analystes, travaillant sous serment de silence, élaborèrent des modèles dans lesquels la signature de l'empereur apparaissait comme un champ en décroissance, maintenu au-dessus d'un seuil critique par une consommation toujours croissante de psycheurs, par des renforcements rituels de plus en plus sophistiqués. En parallèle, l'édifice politique et spirituel construit autour de ce phare subissait sa propre érosion. Loin de Terra, sur des mondes où la lumière impériale n'arrivait qu'affaiblie par des relais défaillants, le culte se fragmentait, se chargeant de strates locales, de syncrétisme, de coutumes qui, tout en proclamant leur fidélité au trône, en altéraient progressivement la figure. Les décrets de Terra mettaient des décennies à parvenir, souvent déjà obsolètes. Les conflits internes, les schismes, les hérésies ressurgissaient comme des répliques différées des anciennes tempêtes. Ainsi, la persistance du phare ne garantissait plus la pureté de l'intention qu'il avait allumée. L'empereur, fixé dans une fonction de repère cosmique, voyait sa volonté originale se diluer dans l'épaisseur des institutions, des cultes et des compromis accumulés, tandis que son signal, toujours suffisant pour guider les nefs, montrait déjà, pour qui savait lire les chiffres, les signes d'une fatigue cosmique.